Opération coup de poing après les récents attentats. Une cinquantaine de personnes interpellées à travers toute la France. Elles sont originaires du Proche-Orient. L'épilogue dans l'affaire des hélicoptères Westland. Les Anglais ont préféré l'Amérique à l'Europe. Baby Doc, invité à ne pas prolonger son séjour en France, le gouvernement souhaite qu'il s'en aille le plus rapidement possible et sur place, le nouveau régime ne fait toujours pas l'unanimité. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est avec l'enquête sur les derniers attentats commis en France et notamment à Paris que nous allons donc ouvrir ce journal, car les choses semblent bouger un peu ce soir avec deux éléments nouveaux. D'une part, une équipe de policiers est partie en Allemagne. Elle suit la piste des deux Iraniens qui ont pris la fuite vendredi dernier en abandonnant des armes dans une voiture à Paris, dans une Opel rouge. Et puis, et surtout, une cinquantaine de personnes originaires du Proche-Orient ont été interpellées à travers toute la France. Elles ont été entendues aujourd'hui par les policiers. Alors tout de suite, le point de cette enquête avec Marcel Tria qui suit l'affaire pour nous. Marcel Tria. Seule certitude pour les enquêteurs, les terroristes qui ont récemment frappé à Paris sont originaires du Proche-Orient. Mais de quel pays, au nom de quelle organisation? Mystère, aucune piste sérieuse. Dans un cas semblable, il faut donc ratisser large. Le juge Marceau et les enquêteurs de la DST savent bien que les auteurs d'attentats ne peuvent agir isolément. Ils ont besoin de soutien logistique, de cache, d'un milieu qui les protège. La DST a donc frappé ce matin dans toutes les communautés susceptibles d'apporter cette assistance aux poseurs de bombes. Essentiellement, les milieux étudiants iraniens, libanais, irakiens, syriens. En tout, 64 interpellations avec perquisition, plus de 25 en région parisienne, le reste dans une dizaine de grandes villes de province. Les 64 ont été aussitôt placés en garde à vue, certains ici même, dans les locaux de la DST. Mais la pêche jusqu'ici n'a pas été très fructueuse. Quelques documents, quelques infractions au droit de séjourner en France. On se souvient pourtant qu'une opération semblable dans la communauté arménienne avait permis en 1983 de mettre la main sur les auteurs de l'attentat d'Orly. On a sans doute voulu surtout, en ébranlant le petit univers où ils se dissimulent, intimider les terroristes et faire passer l'insécurité dans leur camp. Un peu moins de 36 heures après sa libération, Anatoly Shcharansky n'a guère eu le temps de souffler. Sa première journée en terre promise était à la hauteur de ses espérances. Juste le temps de changer de prénom. Il se prénomme maintenant Nathan. Et le voilà entouré, fêté par des milliers d'Israéliens qui voient plus qu'un symbole dans sa venue. Shcharansky tout à la fois ému et sidéré par cet accueil. Philippe Gassot. La première visite d'Anatoly Shcharansky, le mur des lamentations. Pendant 9 ans, l'incarnation de ceux qui n'acceptent pas a atteint son but. Combien de fois a-t-il répété dans ses prières en prison, l'an prochain à Jérusalem? Il est enfin arrivé au bout du chemin, les fondations du temple de Salomon. Jamais il n'a composé sous la pression et les convictions du plus grand nombre. Souvent seul, il a résisté. Le petit homme est maintenant porté par ceux qui le remercient d'avoir tenu bon, de n'avoir pas prononcé le oui qui aurait mis fin à ses tortures, mais fait d'un juif russe un résigné. Les cornes du rassemblement ont été brandies pour que d'autres Shcharansky suivent. Installé chez lui, le plus célèbre des refusniks n'a pas oublié tous ceux qu'il a laissés en prison aux mains des hommes qu'il appelle, référence biblique, les pharaons des temps modernes. Depuis son appartement de Jérusalem, il continuera avec sa femme le combat de sa vie. Sa mère est restée derrière, encore dans le passé, à Moscou. J'ai lu souvent libérer Anatoly Shcharansky. Maintenant il est libre, c'est incroyable. À 77 ans, elle n'a pas ménagé sa peine. Elle écrit partout. Dans les longues files moscovites, elle y était pour quémander une lettre ou des nouvelles ou pour ses droits de visite. Elle a toujours été à ses côtés. Je n'arrive pas à croire, dit-elle, que quand j'irai me coucher tout à l'heure, je ne serai plus terrorisée par ce qui pourra arriver à mon fils. Oui, que peut-il donc se passer dans la tête de Shcharansky, ce petit bonhomme venu hier du froid et qui en quelques heures se trouve donc propulsé dans un monde nouveau? Shcharansky, bien enfermé chez lui, aujourd'hui il a donc attendu 9 ans d'attente pour ses premiers moments d'intimité et le début donc d'une vie nouvelle. Un homme qui semble en quelque sorte débarquer de la Lune et qui, comme tous les dissidents, ou tout comme les refusniks, doit maintenant s'adapter, refaire sa vie. Écoutez le témoignage d'Edouard Kuznetsov qui a vécu la même aventure il y a quelques années, c'était en 79. Il vit maintenant en Allemagne et Daniel Lecomte l'avait rencontré quelques mois après sa libération. Ce sont des propos qui en disent long, notamment sur l'utilité de la pression des Occidentaux dans de telles affaires. À ce moment-là, j'étais à moitié groggy par ce qui m'arrivait. J'avais du mal à y croire. C'était comme dans un rêve. Me trouver la veille en mort de vie, le lendemain à New York, c'était comme si je débarquais de la Lune.
Je sentais dans ma chair combien c'est important d'être connu à l'Ouest, plutôt que d'être juste un simple prisonnier, parce qu'à partir de là, ils vous laissent tranquille. Par exemple, s'ils faisaient quelque chose contre moi et que je commençais une campagne de protestation à l'intérieur du camp, une grève de la faim ou autre chose, et que les gens à l'Ouest m'aidaient en faisant leur propre campagne pour moi. À ce moment, les officiers de haut rang téléphonaient au camp de Mordovie et demandaient « Qu'est-ce qui se passe pour Kuznetsov? Laissez-le tranquille. Nous n'avons aucun intérêt à ce que ce genre de campagne se développe. » Vous devez vous souvenir de l'atmosphère qui règne en Union soviétique. Les gens font très attention à tout ce qui peut s'imprimer ou se dire à la radio en Occident. Pour eux, cela a une très grande importance. Quand le département d'État américain a envisagé cet échange quelques années auparavant, il a demandé aux dissidents les plus connus, Solzhenitsyn, Boukhovski, Maximov, qui devait être libéré en premier. Et ils ont donné nos noms. Évidemment, s'il n'y avait pas eu de campagne d'opinion à l'Ouest, nos noms n'auraient jamais été prononcés. Les gens ont des chances d'être les premiers sur une telle liste uniquement à cause de ces campagnes à l'Ouest. Voilà donc Edouard Kuznetsov libéré il y a 6 ans maintenant. L'Angleterre, sur le point de devenir une presqu'île, le traité franco-britannique qui règle en principe le problème du tunnel sous la Manche était signé aujourd'hui dans la jolie ville de Canterbury, au sud-est de l'Angleterre. François Mitterrand et Margaret Thatcher se sont retrouvés à cette occasion pour officialiser un accord qui prévoit un tunnel ferroviaire de 50 km sous la Manche. Un endroit symbolique, Canterbury, pour cette signature, puisque la cathédrale de Canterbury fut construite au XVe siècle avec des pierres justement venues de France. En tout cas, symbole ou pas, eh bien, la capitale du Kent avait été bouclée par la police aujourd'hui pour des raisons évidentes de sécurité. L'Angleterre, la Grande-Bretagne qui vient de mettre fin au feuilleton de ce que l'on appelle l'affaire Westland. Il s'agit de ce constructeur anglais d'hélicoptères en pleine déconfiture et dont les actionnaires devaient choisir entre un acheteur américain et un repreneur européen. Eh bien, ce sont les Américains qui l'ont emporté au terme d'une lutte tellement âpre qu'elle en a fait chanceler le gouvernement de Mme Thatcher. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il s'agit d'un enjeu industriel de toute première importance. Les explications de notre spécialiste Laurent Boussier. Grâce à leur prise de participation dans Westland, les Américains ont donc pris pied dans l'Europe des hélicoptères. En se servant de la firme britannique comme d'un levier commercial, ils vont pouvoir maintenant vendre leurs appareils aux Anglais avant de s'attaquer à d'autres marchés. Conséquence immédiate, l'HAP, l'hélicoptère de combat anti-char, auquel l'aérospatial et Messerschmitt voulait associer l'Angleterre, restera un hélicoptère franco-allemand. C'est non seulement un partenaire en moins, mais c'est surtout un concurrent en plus. Encore plus grave, alors que la totalité des armées de l'OTAN devront à partir de 1995 renouveler leur flotte d'hélicoptères, la coopération européenne se trouve affaiblie et divisée. Le projet NH90, qui associait la France, l'Allemagne fédérale, l'Italie, la Hollande et l'Angleterre, risque d'être remis en cause. Dans un domaine où les études et les recherches sont de plus en plus chères, de plus en plus pointues, aucun pays ne peut se lancer seul dans des programmes coûtant chacun plusieurs milliards de francs. Aujourd'hui, la technologie européenne est en avance dans ce domaine. Mais demain, alors que les Américains vont pouvoir investir des sommes colossales dans la recherche des appareils à voilure tournante, les Européens, affaiblis par leur division, pourront-ils relever ce défi ? Espérons qu'en annonçant les résultats du vote de cet après-midi, le président de Westland n'ait pas fait définitivement basculer l'industrie mondiale des hélicoptères de l'autre côté de l'Atlantique. Les derniers jours en France de Baby Doc, le Premier ministre, M. Fabius, qui était à Aurillac, semble vouloir maintenant presser le mouvement. Il estime en tout cas que le départ de l'ex-dictateur pourrait se faire assez rapidement en direction du Libéria, puisque ce dernier pays s'est porté preneur.
En tout cas, sur place en Haïti, c'est toujours le calme. On en est maintenant aux grandes manœuvres politiques, mais ce n'est pas simple pour autant, puisque l'équipe au pouvoir, c'est-à-dire le gouvernement provisoire du général Nanfi, ne plaît pas, semble-t-il, à tout le monde. Il est notamment rejeté, refusé par une grande partie de la jeunesse haïtienne. Notre envoyé spécial Jacques Douai vient tout juste de rentrer de Haïti. Il fait ce soir le point du climat politique, justement. Les macoutes se font rares dans les rues de Port-au-Prince. La population les dénonce, les traque, l'armée intervient. L'arrogance d'hier de cet homme a fait place à la peur. Les Haïtiens remplissent les églises, remercient Dieu et lui réclament une vie meilleure, plus juste, plus humaine. Les prêtres récoltent le fruit de leur sermon du dimanche qui a mûri depuis la venue du pape en Haïti. Ils réclament à Dieu, faute pour l'instant de réclamer à la junte en place, formée en majeure partie d'anciens serviteurs zélés de Babidoc. Cette junte semble avoir le soutien momentané des plus de 40 ans. Et le nom de Marc Bazin, ancien ministre des Finances en exil aux États-Unis, semble inspirer confiance. Est-ce qu'il n'y a pas quelques personnes qui vous gênent dans la junte? Oui. Il y en a beaucoup. Oui. Monsieur Nanfi, c'est l'homme sérieux. Monsieur Nanfi est un homme sérieux, mais il est bien mal entouré. Et il y a des personnes troubles autour de lui. Mais ce n'est pas si simple. Les jeunes refusent en bloc ce qu'ils appellent les épouvantails du passé. Bazin comme candidat, ils n'en veulent pas non plus. Une autre. Non, impossible. Qu'est-ce que vous en pensez? Non? Non. Nous n'avons pas besoin, ça que tu es déjà là. Non, on n'a pas besoin d'eux. Nous, on veut des hommes neufs. Ceux-là sont des duvaliéristes. Même s'ils jouent avec nous la confiance, ils ont mis la pagaille dans tout le pays. Et s'ils restent ici, ils continueront encore de mettre cette pagaille. Dans ce cas, nous n'avons pas besoin même de même. C'est une nouvelle monde que nous avons besoin. La vie au quotidien à Port-au-Prince, c'est cela. Trouver son unique repas par jour dans ce cloaque. Les mesures économiques risquent de passer par une dévaluation de la monnaie locale. L'aide internationale devra s'intensifier. Les Haïtiens, aujourd'hui libérés, mais miséreux, continueront de remercier Dieu avant tout. Les ordinateurs sont bien en peine aux Philippines où l'on n'en finit pas de compter, de recompter et même de surcompter les bulletins de vote. Le président Marcos et sa rivale Corazon Aquino ne se tiennent dans un mouchoir malgré les fraudes massives de l'actuel président. Tellement massives qu'elles ont été dénoncées par les parlementaires américains qui observaient le scrutin. Là vous voyez donc la salle où l'on dépouille sur ordinateur seraient les résultats donc de ce vote. En tout cas la Maison Blanche est bien embarrassée. Elle ne peut donc cautionner la fraude de Marcos, mais elle ne peut pas non plus complètement lâcher son allié qui dirige les Philippines depuis maintenant près de 30 ans. Alors du coup, Ronald Reagan vient d'envoyer un représentant à Manille pour évaluer sur place la situation. Il s'agit de Philippe Habib qui s'est longtemps occupé des problèmes du Proche-Orient pour la Maison-Blanche. En France, voici que l'on reparle des Irlandais de Vincennes. Rappelez-vous, 3 terroristes ou supposés tels sont arrêtés en 1982 dans une planque à Vincennes justement. On découvre chez eux des armes et des explosifs. L'enquête démarre. Elle aboutit à un fiasco pour la cellule antiterroriste de l'Élysée qui est à l'origine de ces arrestations. Le capitaine Baril est mis en cause. Il aurait lui-même déposé armes et munitions dans l'appartement. Il y a ce soir une nouvelle pièce à verser à ce dossier. Alors voici l'enquête d'Hervé Brosini qui suit cette affaire pour nous depuis le tout premier jour. C'est ici même, place des Victoires, que se situe le vrai démarrage de l'affaire des Irlandais de Vincennes. Nous sommes le mardi 24 août 82. Bernard Géga est décidé, il va trahir ses compagnons de route. Michael Plunkett et ses amis indépendantistes irlandais, il va tout révéler à un membre du GIGN, le capitaine Paul Barry. On a la conversation, on est monté tout de suite dans la voiture et on est parti à très vive allure dans Paris. Direction Maison Alfort, à l'époque siège du GIGN. Dans la voiture, Géga est déterminé. Ses amis irlandais ont peut-être bel et bien participé plus de 15 jours auparavant à l'attentat de la rue des Rosiers. Ça lui est insupportable. Il est resté foudroyé, dit-il, par ces portraits robots publiés dans la presse. Géga a cru reconnaître ses compagnons. Alors au siège du GIGN, il se met à table. Une heure à peu près dans un petit bureau, un étage, dans l'un des immeubles, je ne sais plus lequel. Et je ne veux pas entrer dans les détails, mais Paul a disposé au bout d'une heure de conversation d'une série d'informations. Que vous lui avez données?
Oui, que je lui ai donné. Assez d'informations pour filer cette fois au domicile de Géga. Là-bas, le capitaine Baril va prendre possession de dossiers d'explosifs, d'une dizaine de revolvers et aussi de l'arme personnelle de Bernard Géga. J'avais, disons, mon arme personnelle, c'est-à-dire en fait un cadeau, que je remis simplement le lendemain à Paul. C'était quoi ça comme pistolet? C'était un pistolet automatique de 9 mm Parabellum, un GP35 de marque Herstal. Sur lequel je peux d'ailleurs décrire 3 détails matériels que j'ai déjà fait dans des documents officiels et chez le juge d'instruction. 4 jours plus tard, le capitaine Paul Baril, ici même à l'image, arrête les 3 Irlandais de Vincennes dans cet appartement. La presse donne la liste des armes saisies par lui-même, mais Géga croit découvrir une similitude. Une similitude vraiment frappante entre ce que j'ai remis à Paul, donc le mardi soir, le 24 août, et ce qui est cité, entre autres, dans cet article de Libération du 31 octobre, je crois, comme étant les soi-disant pièces à conviction trouvées au domicile de Plunkett. Est-ce qu'il y a un Herstal GP35 dans cette liste? Il y a un Herstal GP35. Et en plus, j'ai la certitude que Michel n'en disposait plus. Vous voulez dire Michael Plunkett? Plunkett ne disposait plus de GP35, justement. C'est quoi votre but? Mon but, c'est de défendre ma dignité, de défendre mon honneur. Personne n'est venu défendre ma dignité et mon honneur publiquement comme j'ai été attaqué publiquement, alors qu'une série d'interlocuteurs savent pertinemment que dans cette affaire, je n'ai fait que mon devoir et j'ai toujours agi selon une probité morale extrêmement aiguë. Est-ce que vous n'êtes pas un naïf incroyable? Ah ben oui, ça c'est vrai. C'est vrai que je suis naïf. C'est vrai que je suis naïf. Naïf n'est peut-être pas tout à fait le mot juste. Je suis loyal. A-t-on donné un coup de pouce pendant l'arrestation des Irlandais? Ce soir, 2 hommes souhaitent que l'on fasse toute la lumière sur cette affaire. Géga, qui voudrait bien qu'on lui montre enfin les pièces saisies chez les Irlandais, et le commandant Beau, inculpé pour avoir couvert les irrégularités de l'opposition. Il ne veut, de l'opération, pardon, il ne veut pas être seul, côté gendarmerie, à porter le chapeau. 18 condamnations qui vont de 4 à 20 ans de réclusion dans la plus grande affaire de drogue jamais jugée en France. Elle portait sur plus de 6000 kilos de hashish saisis en novembre 84. Le procès avait fait grand bruit. C'était ici, au mois de janvier. Le tribunal de Versailles vient donc de prononcer les condamnations au terme d'un procès fleuve qui avait à un moment transformé le tribunal de cette ville en un véritable bunker. Vous le voyez, un bunker protégé par 200 policiers et gendarmes. C'était donc au mois de janvier. Et puis un autre procès fleuve, celui de la mafia à Palerme. Il se poursuivait aujourd'hui pour le 3e jour consécutif, avec une certaine perplexité en Sicile, où la population ne se fait pas trop d'illusions. Elle sait que le procès sera long, qu'il sera très long. Alors le reportage sur place de notre envoyé spécial, Victor Vraiment. L'une des rues principales de Palerme à 2 h de l'après-midi. Une plaque rappelle que 2 étudiants ont été tués par une voiture de la police qui allait trop vite, Biagio et Judith. Nous sommes tous concernés par la mafia. Biagio et Judith ont été tués, mais ça pouvait être nous qui sommes dans le même lycée. Quand vous aurez 30 ans, la mafia, ça existera encore? Oui, non, non. Dans une autre rue de Palerme, une autre plaque. Cette fois, c'est un policier qui a été tué. Il y a pas mal de possibilités de se faire tuer à Palerme. Qu'est-ce que vous pensez de ce procès de la mafia? En tant que palermitain, ça vous dérange? Non, ça ne me dérange pas. Ça aurait dû avoir lieu avant, mais je pense que les résultats de ce procès seront décevants. On a remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de palermitains à vouloir assister à ce procès, à part quelques parents comme cette femme dont on juge le fils. Pourquoi est-ce qu'on ne vous laisse pas entrer? Parce que la loi dit non. La loi, c'est eux. Il a quel âge, votre fils? Il a 33 ans. Et ça fait 33 ans qu'il est persécuté par la loi. Si on a bien compris, le fils de cette dame est né mafioso.
Malheureusement, on ne peut pas éliminer la mafia avec un procès. La mafia, ce n'est pas seulement une organisation criminelle. C'est une mentalité qui existe ici à Palerme. C'est cette mentalité de devoir être recommandé pour avoir du travail. Ici, sans recommandation, pas de travail. La mafia donne du travail, le travail des carabiniers consiste à trouver les mafiosi. Chacun joue son rôle avec fatalisme. En politique, le gouvernement a décidé ce matin d'engager sa responsabilité pour faire passer le projet de loi sur l'aménagement, sur la flexibilité du travail. Ce texte avait été très largement amendé par le Sénat et le gouvernement souhaite donc faire voter son texte initial par la majorité dont il dispose à l'Assemblée nationale. Vous connaissez le principe de cette procédure. Le texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure est votée, ce qui est tout à fait invraisemblable, étant donné le rapport de force au Palais Bourbon. Par ailleurs, les partis sont parvenus à se mettre d'accord pour se répartir le temps d'antenne de la campagne électorale officielle à la radio et à la télévision. Pas question d'y couper donc. La répartition est la suivante, 65 minutes pour les socialistes, 25 minutes pour les communistes, 45 minutes pour le RPR et 45 minutes pour l'UDF. Je rappelle aux amateurs que le début de cette campagne officielle est fixé au 24 février, dans quelques jours donc. Un mauvais commerce extérieur en 1985, mais une bonne balance des paiements. C'est l'un de ces paradoxes dont l'économie a le secret. Le chiffre provisoire de la balance des paiements vient d'être publié pour l'année dernière, pour 1985, plus 2,8 milliards de francs, ce qui tranche nettement sur le déficit de 24 milliards de francs de notre commerce extérieur, Philippe Sassier. C'est une différence qui mérite une explication. Oui, il y a dans cette balance, d'un côté ce que l'on voit, les marchandises, les produits industriels et agricoles, de l'autre ce qu'on ne voit pas, les recettes du tourisme, les assurances, le transport maritime ou bien encore les redevances sur les brevets scientifiques. Le commerce des marchandises est toujours déficitaire, plus de 20 milliards de déficit en 85, mais surtout, la France perd des parts de marché dans le commerce mondial et chez ses principaux clients traditionnels. Ainsi, la part des produits français sur le marché allemand est tombée de 17% en 1980 à 14% en 1984. La balance commerciale reste un des points noirs de notre conjoncture. En revanche, du côté des invisibles, il y a une nette amélioration. Pour la première fois depuis 1979, le déficit commercial est compensé et au-delà par l'excédent des invisibles. Ce succès est dû principalement au tourisme, 31,5 milliards d'excédent, c'est un record historique, mais aussi aux recettes du transport maritime, des assurances et un petit peu des échanges de technologies. Et puis, il semblerait aussi que les travailleurs immigrés aient envoyé un peu moins d'argent dans leur pays. Mais, vous l'avez dit Bernard, c'est un chiffre provisoire, et en 1984, l'excédent initial de près de 1 milliard s'était transformé en déficit de plus de 6 milliards quand furent établis tous les calculs. Tout à fait visible, justement, des pommes de terre plein les rues. Cela se passait aujourd'hui dans 5 villes bretonnes, à Brest, à Morlaix, à Pontivy, à Quimper et à Saint-Brieuc. C'était la manière qu'avaient choisi les agriculteurs bretons en colère pour protester contre la crise qui les frappe actuellement. Pommes de terre et tracteurs, c'est l'image de la crise pour une profession qui estime avoir perdu 50% de ses revenus pour l'année en cours. Ce sont cette fois encore les cours trop bas qui sont accusés, tout comme d'ailleurs une baisse générale du revenu agricole qui est, vous le savez, le thème central de ces journées d'action. Il y en a eu plusieurs ces dernières semaines, organisées par la FNSEA. Philippe Hersan, l'administrateur provisoire du journal L'Union de Reims, séquestré un moment dans son bureau par des militants de la CGT. Hier déjà, le syndicat avait décidé de ne pas laisser paraître le journal. Au départ, il y a un simple conflit qui oppose les employés du standard téléphonique à la direction. Mais dans cette affaire, la CGT reproche à Philippe Hersan de ne pas vouloir négocier. Il a été relâché en fin d'après-midi avec les 3 autres membres de la direction qui étaient donc avec lui, qui étaient donc séquestrés avec lui. Un détour du côté du cinéma maintenant, avec la sortie demain d'un film très attendu. Il s'agit du dernier film de Hugh Hudson, le réalisateur entre autres de Chariot de Feu et de Greystock, un artiste qui ne compte plus ses Oscars, notamment pour ce film Les Chariots de Feu. Son nouveau film s'appelle Révolution. Cela se passe en Amérique, mais à l'époque où le pays le plus riche du monde n'était qu'une simple colonie britannique. France Roche. Les Américains aussi ont fait jadis leur révolution. Avant la nôtre, en 1776, elle dura 7 années et fut aidée par Lafayette. C'était la guerre des colons lointains contre la souveraineté anglaise. Et c'est pourtant un Anglais, Hugh Hudson, qui dans son propre pays, dans le comté du Norfolk, a reconstitué leur combat.
Al Pacino et Nastasia Kinski sont l'image de deux classes unies par un même but, la liberté. Donald Sutherland, le symbole de l'armée suivant les lois de la guerre. Une guerre filmée comme si elle était d'aujourd'hui grâce à un caméraman français. I took an attitude really that wanted to feel that I was a reporter in Lebanon or Northern Ireland during a riot or a military attack in Northern Ireland or anywhere, Nicaragua, so that you were like a war reporter watching this war. So the whole thing had a fluidity and a feeling of being there, being an observer, being part of the action, under fire all the time. So we have three cameras. We have one master camera, which is quite formalized. In fact, it's always moving, always on the camera crane or on a dolly, moving all the time. The other two cameras, in order to get out of the first camera's vision, have to take up a position really like somebody under fire, so like in the trenches all the time. You have to hide. So, I mean, that's really the instruction to the three cameramen, is to assume that they were going to be shot at any moment. So they have to keep down. So they're seeing it from like a soldier's point of view. The story is literally about a soldier. The camera crew are so controlled by their equipment and by what can be done, the comfort of their equipment, the dolly, the Moy head on the dolly, you know, and all these over-sophisticated things, that they're lost within it. They're not free anymore. And this is what I'm trying to do with them and with myself, is to free the camera up. And that's one of the reasons I brought a French cameraman in. Because this guy who was, I've worked with for 20 years, incidentally, Lutik, and the experience I've had with him is just complete free camera. When I used to make documentaries, we were absolutely free. You know, we just went and roamed around, like we did for you. That's what I want to reintroduce into this particular thing, but it's been a very hard battle with the technicians. Des canons, des Indiens, un petit garçon arraché à la mort, la vie romanesque d'un couple qui se perd et se retrouve à travers 100 orages. Cela donnera-t-il aux Français l'envie de se voir compter les débuts de l'Amérique? They're all somebody's sons, mister. And they're all willing to shed their blood fighting tyranny. Ask your boy, who's war? All right, let's move on. No. Now, come, let's move on. It is war. Come with your me. You can't force him in. Voilà un film donc de Hugh Hudson qui nous a toujours offert des spectacles superbes et en général intelligents. Les pronostics de Pierrette Bresse maintenant pour le quartier qui se court demain à Vincennes. Elle vous suggère de jouer le 19, le 7, le 11, le 12, le 17, le 16, le 18 et le 13. 19, 7, 11, 12, 17, 16, 18, 13 et puis la météo en compagnie de Laurent Boussier. Oui, et enfin la douceur revient, une douceur humide qui a la forme d'une magnifique perturbation. Regardez la photo satellite, vous allez voir, l'anticyclone s'affaiblit, s'éloigne un petit peu vers l'est, et puis enfin voilà, les perturbations reviennent. Il y en a une première, il y en a une deuxième là sur l'Atlantique qui vont petit à petit recouvrir une grande partie de la France. Disons que demain, elles se situeront à l'ouest d'une zone Dinard-Toulouse. C'est exactement ce qu'on retrouve sur la carte du temps prévue pour demain, à l'ouest d'une zone Dinard-Toulouse, un temps nuageux, gris, avec des risques de verglas. Oui, paradoxalement, la douceur amène le verglas, c'est normal, une masse d'air humide qui arrive sur un sol glacé, ça donne du verglas, donc risque de verglas de la Bretagne à l'Aquitaine et aux Pyrénées. Sur tout le reste du pays, un temps très beau, quelques brumes le matin, puis très ensoleillé dans la journée, à part peut-être un petit peu en Corse, où quelques nuages persisteront. Côté température, ça continue à augmenter un tout petit peu, de -5 à +6 sur la moitié nord, +6 quand même à Brest, 0 degré à Paris, et de -4 à Aurillac, mais jusqu'à 10 degrés sur la moitié sud. Vous voyez, ça vient doucement. Notre agenda pour terminer, demain c'est jeudi, et oui, le 13 février, le soleil se lève à 8h04, se couche à 18h06, 4 minutes de soleil en plus, et c'est la Sainte Béatrice. Alors bonne fête Béatrice. Voilà, d'autres informations, d'autres développements avec Daniel Lecomte pour le dernier journal aux environs de 23h30. Il recevra le nouveau patron de la Comédie Française, Jean Le Poulain, nommé ce matin à cette fonction. Demain 6h45 Télématin, 12h45 Antenne de Midi, Hervé Claude. Bonsoir, à demain 20h.